Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Colavive. Vous êtes bien calés sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse, et vous êtes dans votre magazine Israël Mag. Ce matin, c'est Ruben qui nous accompagne pour la technique, que je salue. Bonjour Ruben. Bonjour à tous. Il arrive à parler même sans tuba dans son aquarium. Et puis, bien entendu, nous serons accompagnés par Raïm Musican. Bonjour Raïm. Bonjour Serge, bonjour à tout le monde. Bon, écoutez Raïm, on va recevoir notre première invitée, hein, Myriam Schermer, que vous allez nous présenter rapidement. Oui, alors écoutez, Myriam Schermer, c'est une journaliste politique bien connue. Elle a lancé récemment une chaîne WhatsApp et Telegram qui s'appelle Israël Décodé. Et puis, au printemps 2026, elle va sortir un livre qui est consacré à la politique israélienne, alors que, comme vous le savez, nous entrons dans une année électorale puisque 2026 sera une année marquée par des élections à la Knesset. Voilà, nous rejoignons de suite notre première invitée, donc Myriam Schermer. Bonjour Myriam. Bonjour, merci. Alors, vous êtes donc une spécialiste de la politique israélienne et donc la première question qu'on va vous poser, c'est la commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle a du mal à se mettre en place et on voudrait bien comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle va être indépendante? Est-ce qu'elle va être dépendante? C'est toute la question et est-ce qu'il y a un intérêt politique là-dedans? Oui, alors, bien entendu qu'il y a un intérêt politique. Je ne pense pas que cela reflète des bonnes choses sur le gouvernement, le fait d'avoir à ce point-là peur, si vous voulez, que cette commission d'enquête ait lieu. Ensuite, il faut quand même dire qu'il est important de faire toute la lumière, pas seulement sur la responsabilité de la classe politique qui est évidente, puisque c'est le Premier ministre et son gouvernement qui étaient en poste ce matin-là et les mois qui ont précédé l'attaque, mais de l'ensemble de l'échelon militaire, de l'ensemble, si vous voulez, des institutions qui ont failli, qui ont conduit à cette défaillance institutionnelle gravissime du 7 octobre. Donc, si vous voulez, c'est à la fois évidemment politique, la question de qui va enquêter, comment on va enquêter, et en même temps, c'est important aussi de dire qu'il ne faudrait pas que certains se cachent un petit peu derrière la responsabilité des politiques pour ne pas qu'on parle de leur responsabilité à eux. Il faut savoir que les familles d'otages, les anciens otages maintenant, et les familles endeuillées du 7 octobre, on a ce qu'on appelle le Conseil du 7 octobre, qui est un forum de familles, de soldats et de civils qui sont tombés ce jour-là, disent qu'ils veulent, pour eux, ils veulent envoyer des responsables militaires en prison, ni plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment la justice pour leurs enfants de manière générale. Et donc ça inclut effectivement de faire toute la lumière sans politique et sans bonne planque. Après, il est normal qu'on fasse qu'il y ait une commission d'enquête. On l'a vu après la guerre de 73, hein, la guerre de Kippour. Voilà, ça a coûté le poste de Premier ministre à Golda Meir. Je suis entièrement d'accord avec vous et je pense très sincèrement qu'elle aurait dû être même établie avant. C'est-à-dire que, on aurait pu commencer, en tout cas à partir du moment où on n'était plus dans une guerre aussi intense que les premiers mois après le 7 octobre. Encore une fois, le gouvernement et Benjamin Netanyahou se cachent derrière la politisation de son conseil pour ne pas que ses conclusions soient rendues trop vite, ne pas que ça gêne la prochaine campagne politique. Il faut le dire absolument. Mais dans le même temps, d'accord, la défiance aujourd'hui, le manque de confiance institutionnelle aujourd'hui en Israël est sociologique, j'ai envie de vous dire, entre les différents pans de la société israélienne est si grand, est tellement important qu'effectivement, il faut réfléchir à la composition de cette commission d'enquête et qui sera à même eh bien, tout simplement d'obtenir la confiance des Israéliens et de bien montrer qu'en fait, personne ne s'en sort, personne ne, si vous voulez, en hébreu, on appelle ça protexia, personne ne protège les uns et les autres, personne, parce qu'on a tellement de corporatisme en Israël, au sein des hauts fonctionnaires, au sein de l'armée, au sein de tout groupe, de tout groupe sociologique ou de toute classe, qu'il est très important que toute la lumière soit faite. Et il est bien évident que des affaires récentes comme celle de la procureure militaire. Hein. Non, si On vous en voulez, parlera tout à l'heure. voilà, on peut, mais
pas de nature à restaurer ou en tout cas à agrandir la confiance des Israéliens dans l'institution militaire de manière générale et dans le parquet militaire et les instances juridiques israéliennes. Donc c'est important de trouver la bonne formule, la bonne équation qui permette bien, de créer un consensus dans cette société israélienne si divisée. Alors, Myriam, parmi tous les sujets qui touchent actuellement la société israélienne, il y a ce projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes. Alors, dans l'histoire d'Israël, on a connu qu'un seul condamné à mort, c'était Adolf Eichmann, l'un des responsables de la solution finale. Alors, pourquoi tout d'un coup, en 2025, ce projet de loi? Alors, vous avez raison de le rappeler, Chaim. La peine de mort a été officiellement abrogée en Israël en 1954, donc très peu de temps après la création de l'État. Elle avait été héritée du droit britannique à la création de l'État en 1948 et elle a été très très vite abrogée parce que l'État d'Israël était de manière générale un État progressiste, un État libéral qui avait accordé le droit des femmes immédiatement, etc., qui se voulait à la pointe de ce genre de sujet, sauf des lois spécifiques qui ont été créées, notamment pour juger les crimes nazis, comme vous avez fait référence à Eichmann. La question aujourd'hui, en 2025, c'est comment avoir les bons outils judiciaires, notamment, mais pas que, pour combattre le terrorisme, dont on sait qu'il est aussi compliqué à dissuader, que ce soit en Israël ou en France d'ailleurs, mais dont on sait qu'il est très difficile à combattre avec les outils qui sont destinés à la criminalité normale. D'accord? Donc, comment dissuader le terrorisme? Comment empêcher que des Israéliens ne soient pris en otage et qu'en fait la rançon soit de plus en plus élevée, comme on l'a vu le 7 octobre avec cette prise d'otage massive et la demande au départ du Hamas, qui était de vider littéralement les prisons israéliennes de tous les membres du Hamas généralement de ce qu'ils qualifient de résistance palestinienne. Pour les gens qui ne me voient pas, je fais des guillemets avec les mains, donc de terroristes avec du sang sur les mains. Donc comment finalement traiter ce genre de crime à la fois en s'assurant que la justice est rendue, c'est-à-dire que lorsqu'on est une victime de terrorisme ou un membre de familles de victimes de terrorisme et qu'on se dit que le terroriste est jugé, mais que finalement, d'ici 5 ans, il risque de sortir dans tel ou tel accord de libération d'otages, est-ce que c'est une vraie justice? D'accord? C'est la question éthique qui se pose. Et ensuite, comment dissuader? Parce qu'aujourd'hui, on est après 2 ans de guerre, mais que peut-il se passer théoriquement parlant si on doit faire face à une nouvelle prise d'otages massive en Israël, en diaspora, Dieu nous garde, auprès d'une communauté juive, etc. C'est-à-dire que la question des otages, c'est une question tellement massive dans la société israélienne, dans la société juive, que les ennemis d'Israël ont bien compris que c'était le talon d'Achille de cette société. D'accord? Donc, ayant dit tout ça, la réponse de quelqu'un d'aussi radical et d'extrémiste comme Itamar Ben-Gvir de la faction Otzma Yehudit, c'est de dire, eh bien, très bien, on va vider les prisons israéliennes des terroristes. Quiconque aura tenté de commettre un attentat contre la vie d'un juif en Israël ou contre l'État d'Israël, eh bien, devra payer de sa vie. Comme ça, d'une part, il sera largement dissuadé, il ne pourra pas se dire que finalement la prison israélienne, c'est pas si grave, et puis autant passer quelques années derrière les barreaux, tout en sachant qu'en plus on est payé par l'autorité palestinienne, qui a les fameuses allocations aux prisonniers et martyrs, là aussi je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas. Donc, dans cette situation-là où en fait finalement c'est trop gratifiant de commettre un attentat terroriste, donc dissuader, et d'autre part prévenir, alors là pour le coup extrêmement radicalement, prévenir le prochain accord de libération d'otages et d'échange de prisonniers palestiniens, puisque théoriquement il n'y aurait quasiment plus de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. C'est ça la logique, si vous voulez, de cette loi aujourd'hui. C'est pas la première fois que ça existe dans le débat israélien. Avigdor Lieberman lui-même, à la tête d'Israël Beitenu, à l'époque où il faisait encore partie du bloc Netanyahou et de la coalition de droite, déjà plaidait pour une telle loi. D'accord? C'est pas nouveau. La différence, c'est que le public israélien a toujours jugé ça pas juif, pas libéral, pas humaniste, enfin pas du tout à l'ordre du jour avant le 7 octobre, et qu'après le 7 octobre, le public israélien a changé en se disant on est face à une telle barbarie, on est face à
une telle cruauté qui exploite en fait le moindre humanisme et la moindre sensibilité dans la société israélienne, il faut employer les grands moyens. D'où le succès, si vous voulez, de ce texte de loi qui n'est pas encore entériné il n'est pas encore passé en deuxième et en troisième lecture. Et ensuite, il faudra qu'il passe le test de la Cour suprême, ce qui est loin d'être gagné. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué l'affaire Sdeteman. Je voudrais revenir avec vous sur cette affaire parce que on a du mal à comprendre avec l'intervention de la conseillère juridique du gouvernement qui dit qu'elle a un conflit d'intérêts, donc elle peut plus intervenir. Elle voudrait qu'on revoie son dossier. On est dans une série Netflix. On est dans une saga sans nom. Pour rappeler donc à vos auditeurs ce que c'est, hein. C'est donc l'affaire de Tayman, c'est une affaire d'usage excessif de la force, voire de torture contre un détenu palestinien dans une prison militaire à l'été 2024, d'accord, ou en tout cas telle est l'accusation. Et le parquet a été férocement critiqué pour les moyens qu'il a employés dans l'enquête, une enquête très musclée, etc. Et pour se justifier, entre guillemets, la procureure militaire aurait divulgué des fameux extraits vidéo qui ne prouvent pas grand-chose d'ailleurs, parce qu'en fait, on voit pas grand-chose. On voit des réservistes israéliens emmener un détenu palestinien derrière un paravent. Mais on ne voit pas vraiment l'acte en lui-même, d'accord? Donc ça a continué de diviser la société israélienne, mais à bas bruit. Et puis d'un coup, cette affaire a explosé maintenant. Et toute la question est de savoir, en fait, maintenant qu'on sait que c'est la procureure militaire elle-même donc celle qui est quand même responsable de fournir le paravent juridique, si vous voulez, des soldats de Tsahal, hein, celle qui était occupée pendant plus de 2 ans à défendre l'armée israélienne, les soldats réservistes de Tsahal contre des accusations dramatiques, des accusations de génocide, des accusations de crimes contre l'humanité. Elle-même a choisi de divulguer ces vidéos sans se poser la question de qu'est-ce que peut faire une divulgation d'éléments d'enquête aussi sensible, qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore jugée, comme ça de la mettre sur place publique sans penser au fait que ça allait être récupéré immédiatement par des agents férocement anti-israéliens. Donc là, toute la question maintenant est de savoir pourquoi elle a choisi de faire ça, cette procureure militaire, à quel point ça lui paraissait sensé de faire ça, qui savait dans son entourage, donc encore une fois, le parquet militaire, hein, c'est-à-dire des gens qui a priori représentent la justice en Israël, qu'elle avait menti au public israélien, qu'elle a menti à la Cour suprême israélienne, et avec quelle connivence, et là on retourne un petit peu au corporatisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point le système est occupé à défendre le système plutôt que les citoyens israéliens, c'est-à-dire est-ce que la conseillère juridique du gouvernement, qui a un pouvoir important en Israël, un pouvoir institutionnel très important, est-ce qu'elle était au courant de ce qui se passait? Est-ce qu'elle est capable elle-même d'enquêter sur une faille qui certes n'est pas dans son propre bureau, mais qui est un petit peu dans le bureau d'à côté, si vous voulez, le parquet militaire versus le parquet civil? Et est-ce qu'il ne faut pas une enquête extérieure? Là aussi, on revient un peu à la logique des questions qu'on se pose autour de la commission d'enquête. Donc en fait, on en est là. La semaine dernière, la Cour suprême avait trouvé un espèce de compromis en disant, en disant aux uns aux autres, le ministre de la Justice peut choisir lui-même son propre juge d'instruction qui devrait accompagner l'enquête. Ça peut pas être un tel X, mais voilà les critères pour qu'il puisse nommer son juge d'instruction. Le ministre de la Justice a nommé son candidat et il y a eu une demande de nouvelle audience, d'accord, ce qui est en train de se passer ce matin, on est dimanche matin, auprès de la Cour suprême pour lui demander encore autre chose. Pourquoi la conseillère juridique du gouvernement ne permet pas une enquête extérieure? Je dois dire que là encore, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, mais c'est pas fait, si vous voulez, pour restaurer encore une fois la confiance du public israélien dans ces institutions qui sont quand même fort malmenées en Israël avant le 7 octobre déjà. Euh, et en fait, ça fait maintenant presque plus d'un mois qu'elle a éclaté cette affaire et on ne sait toujours pas pourquoi la procureure militaire a choisi de faire ce qu'elle fait. Elle est toujours hospitalisée, elle de son côté, à l'hôpital Ichilov. Un grand mystère qui entoure cette affaire et beaucoup de points obscurs pour se demander en fait pourquoi avoir choisi d'avoir créé ce scandale en fait qui n'avait absolument pas besoin d'exister. On pouvait tout à fait enquêter et juger ces soldats réservistes avec beaucoup plus de discrétion. Alors, Myriam, il y a aussi un autre souci d'inquiétude. Pratiquement, il n'y a pas une semaine où on découvre que des Israéliens travaillent pour les Iraniens. Donc, il y a quelque chose d'absolument inédit. Alors, il y a toujours eu des espions, on ne va pas citer leur nom, c'est pas la peine, mais là,
On a l'impression qu'il y a comme une épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison, c'est dramatique. Je pense qu'il va falloir sévir et qu'il va falloir très clairement augmenter les peines pour ce type de crime. Je pense que ce qui se passe, c'est un concours de circonstances, à la fois que c'est probablement plus facile que jamais aujourd'hui de recruter des Israéliens via les plateformes, les réseaux sociaux, les chaînes Telegram, WhatsApp, etc. Et on sait que les Iraniens sont très bons là-dedans, d'accord? Donc c'est très facile de trouver des cibles. Euh, euh, à, à pro-gain, ou je ne sais pas comment l'appeler, et ensuite se dire que ça révèle sans doute de l'état d'esprit de citoyens qui soit ont vraiment besoin d'argent, soit se disent que c'est pas grave, soit se disent que leur état ne les intéresse pas, et ce qui est dramatique et ce qui effectivement est tellement en porte-à-faux avec le patriotisme d'autres, quand des réservistes sacrifient leur vie ou sacrifient leur temps, sacrifient leurs ressources, etc., pour se battre, pour défendre l'État et que d'autres font ça. C'est absolument dramatique. Je pense encore une fois que la justice va devoir sévir en Israël et punir ce type de crime beaucoup plus sévèrement. Encore une fois, maintenant on sait que c'est aussi endémique. Alors, c'est vrai qu'on va un peu très vite, mais le temps nous est compté. On voudrait parler avec vous de la constitution des orthodoxes avec cette loi Bismuth. On en est où aujourd'hui? On sait que Chasse a quitté le gouvernement, qu'il y a plusieurs ministères qui n'ont pas de ministre. Ils sont dirigés par les directeurs généraux. Et donc, ça pose quand même beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la santé. La solution, c'est quoi aujourd'hui pour ces orthodoxes? Alors, combien de temps j'ai? Non, Je allez-y, voudrais allez-y, juste. on a deux, trois autres questions derrière, mais Voilà. voilà. Alors, je veux pas vous parce qu'on pourrait répondre très longuement. Très franchement, la seule solution, si vous voulez, acceptable aujourd'hui pour le public israélien, au regard des sondages, hein, c'est que Netanyahou choisisse d'abandonner ses alliés politiques qui sont les ultra-orthodoxes, qui sont ses compagnons de route depuis plus de 20 ans, euh, et fasse passer une loi qui soit juste et qui soit équitable pour l'ensemble des citoyens israéliens, c'est-à-dire mettre fin à l'exemption militaire des ultra-orthodoxes. Pour l'instant, Netanyahou, si vous voulez, étant le politicien chevronné qu'il est, il a tendance à vouloir tenter de ménager la chèvre et le chou et de jouer la montre, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'il sait très bien que faire passer une telle loi d'exemption serait très impopulaire, y compris au sein de sa propre base électorale, ce qui évidemment l'intéresse particulièrement, alors que des nouvelles élections doivent se tenir l'année prochaine. Euh, le Likoud, le sionisme religieux, en particulier le sionisme religieux, hein, qui sont des communautés qui ont énormément donné dans cette guerre et qui ont subi un deuil complètement démesuré par rapport à leur pourcentage dans la population, c'est des gens qui n'acceptent pas, qui n'acceptent plus le fait que leurs frères orthodoxes ne soient plus du tout inquiétés. Pour l'instant, si vous voulez, on est dans une situation où euh, le peu que les ultra-orthodoxes sont prêts à donner, c'est-à-dire ils sont prêts à débattre d'une loi. D'accord? Ils sont prêts à ce que des débats se tiennent à nouveau à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Pour aller où, on ne sait pas, mais ils sont prêts à débattre. C'est pas assez, si vous voulez, pour que Netanyahou puisse, lui, ce que le Premier ministre aimerait, c'est en fait faire passer la loi éclair, d'accord, en une semaine de débat, et qu'ensuite on puisse enchaîner sur autre chose, sur une séquence diplomatique, sur l'Arabie Saoudite, sur quelque chose que son électorat aime bien, et que ce soit terminé, et que si vous voulez faire vite passer la pilule. Pour l'instant, mais pour ça, il faut que les ultra-orthodoxes s'engagent à accepter quelque chose. Pour l'instant, les ultra-orthodoxes n'acceptent pas le minimum du minimum que leur demande la coalition, c'est-à-dire s'engager sur un nombre important ou suffisamment important, ou en tout cas pas risible, Il y a eu de quand même une certaine nouvelles avancée de recrues. la part des responsables du chasse, par exemple. Non, non, si vous voulez, aujourd'hui, la seule chose que le judaïsme unifié de la Torah accepte, c'est de continuer à débattre de la proposition de loi de Boaz Bismuth, qui, lui, déjà, va vraiment... en fait, ce qu'on risque de se retrouver, c'est avec une loi qui recrute très peu de nouvelles recrues. On parle de 10 000 ou de 8 000 par an, mais si vous voulez, les 8 000 par an, ça comprend les quelques milliers qui font déjà les services de secours tels que Zaka, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, on ne serait pas très loin de 3 000 nouvelles recrues par an. Et c'est déjà le chiffre qui existe maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la loi n'apporte pas grand-chose en termes de nouveautés.
Et en échange, il y aurait de moins en moins de sanctions parce qu'aujourd'hui, malgré tout, certains jeunes souffrent des sanctions. Ils ne peuvent pas aller à l'étranger facilement. Voilà, il y a des difficultés qui ont été imposées par la situation actuelle. Mais en réalité, cette loi n'apporterait pas le soulagement dont ont besoin les réservistes, d'autant que les réservistes qui ont fait 2 ans de guerre à Gaza, on vient de leur dire qu'ils feraient 2 mois de réserve tous les ans là, Oui, oui. dans les années à venir. Donc, vous voyez, donc on continue de demander toujours aux mêmes familles, toujours aux mêmes entreprises qui laissent partir leurs employés, de faire ce sacrifice-là. Donc, en fait, on n'en est toujours nulle part. Et on a dépassé aussi la barre des 50 ans pour le CMLN, justement. Oui, non, alors les réservistes, c'est jusqu'à 44 ans, ça dépend Des des- unités. voilà, ça dépend des unités combattantes ou technologiques. Mais oui, si vous voulez, l'idée, c'est d'en demander toujours à ceux qui le font déjà. Exactement. Et en réalité, on n'avance pas. La seule chose possible pour vraiment faire passer une loi de ce type, c'est un nouveau gouvernement qui n'a pas besoin des voix orthodoxes. Mais pour ça, il faut que le centre israélien, c'est-à-dire le centre droit et le centre gauche, se mettent d'accord et siègent ensemble. Et pour l'instant, on n'y est pas. On en reparlera tout à l'heure. Alors Myriam, s'il y avait bien un symbole, je dirais, dans la société israélienne, c'était la radio de l'armée, Galei Tzahal. Le gouvernement a décidé de fermer Galei Tzahal, ce qui semble incompréhensible. Et puis depuis des années, il y a des menaces sur Cannes, qui est la télévision et la radio publique israélienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que la liberté d'opinion, la liberté de la presse est menacée en Israël? Et surtout, on ne comprend pas que Galil Tzahal, qui est par définition la radio de l'armée, donc la radio du peuple d'Israël, ben, ferme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le coup, Raïm, je ne vous rejoins pas dans votre analyse, dans le sens où Galet Saal, d'une part, il y a plusieurs commissions professionnelles qui ont recommandé au cours des années de la fermer. Je vais vous dire, a priori, ça ne fait pas tellement partie des fonctions militaires classiques que des soldats s'occupent de politique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, à partir du moment où Galet Saal est une chaîne d'actualité, on a des soldats en uniforme qui s'occupent de politique, ce qui déjà pose question par rapport à leur devoir de réserve minimale et la demande de neutralité. Ce que Galet Saal doit faire, c'est couvrir l'armée. C'est parler des actualités de l'armée, c'est parler des informations qui concernent les soldats, c'est faire des choses sur, par exemple, les soldats qui sont en convalescence. Si vous voulez, c'est au départ, cette radio-là, elle est née pour ça. Vous voyez. Et avec le temps, elle a évolué comme un service audiovisuel public. Mais ce n'était pas sa fonction première. Et c'est pourquoi? Parce qu'on on en a un de service audiovisuel public, comme vous avez dit, c'est Cannes. D'accord? Donc, il y a une première question qui est une question de ressources, qui est une question de est-ce que c'est justifiable économiquement parlant, en réalité, d'avoir deux services. Les seules radios nationales qui existent aujourd'hui en Israël, en fait, elles sont publiques. C'est Egal Tzal et c'est Cannes. D'accord? Toutes les autres, c'est des radios locales, des radios privées. Donc la question se pose, en fait, est-ce qu'on a besoin des deux et est-ce qu'on ne peut pas tout simplement les réunir? Est-ce que les journalistes talentueux de Galetsal ne peuvent pas trouver leur place au sein de l'audiovisuel de Cannes, l'audiovisuel public qui, lui, pour le coup, c'est sa fonction de faire ça? Et est-ce que le reste ne doit pas se tourner, encore une fois, vers plus de couverture de l'armée en elle-même? Ensuite, sur la question plus générale de la liberté de la presse, le débat qui a lieu en Israël, il est un petit peu le même, qui est celui qui concerne la justice israélienne et les hauts fonctionnaires israéliens et qui rejoint un petit peu le débat qui existe en France ou qui existe un peu ailleurs. Je pense à l'Angleterre avec le scandale de la BBC, à savoir la neutralité du service public. Est-ce que le service public reflète bien toutes les opinions qui existent au sein de la société qui le finance en tant que parti, en tant que service audiovisuel? Est-ce que c'est la place du service public d'avoir des opinions politiques ou pas? Enfin, c'est des questions en fait qui occupent un peu toutes les démocraties. Et si vous voulez, c'est le type de choses où le gouvernement, le ministre des Communications
c'est Shlomo Kari, c'est vraiment quelqu'un qui a une dent contre la gauche israélienne, d'accord? C'est quelqu'un qui fondamentalement considère qu'il a été oppressé, qu'il a été opprimé par la gauche israélienne en tant que juif religieux de droite et que son travail pour représenter au mieux ses électeurs, eh bien, c'est de défaire un à un ces pôles d'élite israélienne, d'accord? Donc, il y a un élément de revanche sociale là-dedans. Qui teint un peu le tout d'une mauvaise couleur politique, alors qu'en réalité, tout ce que je viens de vous dire là, c'est des considérations professionnelles en fait. Est-ce que oui ou non, il est opportun de la conserver, cette radio? L'un dans l'autre, c'est pas encore fait. Il a dit qu'il allait faire fermer, le ministre de la Défense, en l'occurrence, a annoncé la fermeture de Galetal pour mars 2026. Bon, en Israël, 6 mois, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. J'imagine qu'on va passer devant la Cour suprême et qu'il va se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Alors, on va terminer par les élections en Israël qui se profilent dans l'année prochaine. Et ça commence très fort avec une passe d'armes énorme entre Naftali Bennett, qui est aussi un prétendant à ce poste de Premier ministre, et le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. On voit que Bennett accuse Bibi Netanyahou de faire de la propagande antisémite en partageant une publication du journal américain Jacobin, qui est un journal qui est antisémite et connu pour ses positions anti-israéliennes. Ça commence fort, non? Oui, enfin, ça s'est jamais vraiment arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le style de la maison. En l'occurrence, ce que je peux vous dire là-dessus en particulier, c'est que Naftali Bennett, de son côté, c'est le challenger de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a un espace qui est difficile à occuper parce que d'un côté, il ne peut pas être trop à droite parce que sinon, il va perdre les opposants de centre-gauche qui le soutiennent. Mais en même temps, il faut qu'il soit crédible sur cette ligne patriotique où il va beaucoup défendre Israël à l'étranger, etc., etc. Donc, il essaye d'occuper un espace à côté de Netanyahou qui est difficile à occuper, contrairement à ses opposants de gauche qui, eux, proposent une autre idéologie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour Bennett. Et pour Netanyahou, de son côté, Netanyahou, en fait, il a décidé de faire deux campagnes. Il y a la campagne diplomatique avec « Je suis celui qui aura… vous savez, on rebaptise la guerre du 7 octobre, on va la rebaptiser guerre de rédemption, on va faire les accords de normalisation, je suis celui qui a cette vision stratégique pour la terre d'Israël, etc., faire vite oublier le 7 octobre. » Et en parallèle, vraiment en parallèle, alors que c'est des choses assez différentes, faire une campagne État profond, deep state, un peu comme Donald Trump a fait aux États-Unis en disant les instances sont contre moi, l'élite est contre moi, etc., etc. Et donc, ça intime de jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire à la fois représenter Israël dans tout le côté majestueux que peut avoir cette fonction, et en même temps ne pas hésiter à aller chercher effectivement des contenus complètement radicaux et dans les marges pour justifier, pour dire, parce qu'en l'occurrence, c'est une attaque contre les instances israéliennes, donc ça sert la campagne État profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'espèce de tension dans laquelle va être la campagne de Benjamin Netanyahou jusqu'au bout, jusqu'aux élections. Merci Myriam Schermer. Je rappelle que vous êtes journaliste politique et auteur d'un essai sur la politique israélienne. C'est ça au printemps, si j'ai bien compris. Tout à fait, peut-être même avant janvier-février. Voilà, merci à vous, merci de votre analyse et à bientôt sur les ondes de Col-Aviv. Voilà, un petit jingle et nous allons revenir en plateau pour accueillir notre prochain invité, Freddy Ethan, ancien ambassadeur. Voilà, nous revenons en plateau pour accueillir notre invité, Freddy Ethan, ancien ambassadeur, directeur du Centre des affaires publiques et de l'État, qui est à Jérusalem, et auteur d'un livre qui s'appelle Adama, Israël, hier et aujourd'hui. Bonjour Freddy Ethan. Bonjour.
Alors, Freddy Ethan, avec vous, on va essayer de parler de cette politique, cette diplomatie qui s'active partout dans ce plan Trump, hein, on va dire ça. Et on se rend compte que Trump veut passer à la deuxième étape, ainsi que beaucoup même le Hamas d'ailleurs, voudrait bien passer à cette deuxième étape, alors que la première étape n'est pas tenue, puisqu'il existe encore trois otages, trois dépouilles d'otages à Gaza. Et que la démilitarisation n'est pas de mise aujourd'hui. Cette deuxième étape a été déjà actée par la résolution des Nations Unies. Mais on ne parle pas on parle qui va désarmer le Hamas, avec aussi ce rajout qui a été un petit peu la surprise, hein, pour faire plaisir à Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, avec cette notion de peut-être d'un État palestinien in fine, cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se passer cette histoire? Écoutez, tout d'abord, il faut dire qu'on ne peut pas, en politique, la confiance n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Et donc, je crois que aussi, il faut dire que chez les Américains, il n'y a pas de repas gratuit. Et donc, dans ce contexte-là, il faut comprendre que Donald Trump est sans doute, probablement, l'un des meilleurs, ou peut-être le meilleur ami d'Israël depuis 1948, président américain qui a fait ses preuves déjà dans son premier mandat, c'est-à-dire il a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pour la première fois depuis 1948. Et deuxièmement, il a reconnu le plateau du Golan comme appartenant donc souverain, le territoire souverain de l'État d'Israël. Ce sont deux, je dirais, deux piliers d'une politique à la fois dans le contexte diplomatique, mais aussi sur le plan stratégique et sécuritaire. Mais il faut dire aussi que Donald Trump n'est pas un diplomate. Et donc, c'est un homme d'affaires. Il veut faire des deals, comme on dit. Et c'est-à-dire, dans ce contexte-là, il jongle avec les milliards. C'est un personnage imprévisible aussi. Mais dans ce contexte-là, nous pouvons et nous devons, et il faut le faire, avoir de notre part un plan, ce que je dirais même un mémorandum d'accord entre nous et les États-Unis pour ne pas avoir plus tard, d'une part, dire Amen, comme le fait Netanyahou juste après le Conseil de sécurité que vous venez de mentionner, et d'autre part, de ne pas avoir des surprises concernant, par exemple, la visite du nouveau maire de New York à la Maison-Blanche et cette déclaration, je dirais, assez étonnante que Donald Trump n'a pas eu de réaction après ses propos incendiaires contre l'État d'Israël. Alors, Freddy, on va revenir effectivement sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que bien évidemment, je dirais qu'on peut également ajouter dans la liste des actes très forts de Donald Trump les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, mais comme vous le disiez, il y a des choses qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Il y a eu, il y a quelques jours, cette réception somptueuse de Mohamed Ben Salman, donc à la Maison-Blanche. Effectivement, l'Arabie Saoudite devrait investir des milliards et des milliards aux États-Unis. Il y a aussi cette inquiétude de vente de F-35 à Riyad. Alors, tout d'un coup, l'Arabie Saoudite est devenue l'un des meilleurs amis ou le meilleur ami de Trump. Ça vous inquiète pas un petit peu tout ça? Écoutez, ça nous inquiète, mais il faut comprendre que en diplomatie, on fait des concessions et des compromis. Et je crois que
la normalisation avec l'Arabie saoudite non seulement changera la géopolitique du Moyen-Orient d'une part, mais il faut comprendre que l'Arabie saoudite est le leader du monde islamique. C'est à Mecca que les pèlerins arrivent. C'est je dirais, une puissance régionale importante et que l'Arabie saoudite peut investir des milliards pour reconstruire ce Proche-Orient qui a été dévasté par les guerres. Donc, y compris au Liban, il y a un retour des sunnites qui contre l'Iran chiite. Et donc, tout cela change. Il faut remodeler le Proche-Orient. Et c'est grâce aux Américains qu'on pourrait le faire et non pas seuls. Je vous rappelle, et peut-être vous ne le savez pas, qu'il y a déjà des contacts informels avec les Saoudiens. Les avions israéliens peuvent survoler le territoire saoudien. Des personnes, des cheikhs saoudiens arrivent à Jérusalem pour se soigner. Donc, tout cela prouve par là qu'il y a une entente déjà tacite avec nous et l'Arabie saoudite, mais aussi, il faut comprendre que l'Arabie saoudite a besoin d'Israël aussi, parce que pendant plus de 9 ans, elle a été confrontée à une guerre qu'elle n'a pas voulu contre les Yéménites, contre les Houthis. L'Arabie saoudite a été bombardée, y compris contre les puits de pétrole. Et c'est l'Iran qui était derrière, jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a vu aujourd'hui qu'Israël est capable, en 12 jours, de mettre hors jeu l'Iran, y compris pour plusieurs années, leur capacité nucléaire. Et d'autre part, pour les Houthis, vous n'entendez plus d'ailleurs les Houthis lancer des missiles sur Israël. Donc, dans ce contexte-là, je crois que c'est important. Évidemment, vous avez rappelé les avions furtifs F-35, mais ces avions furtifs vont être livrés dans 5 ou 6 ans. Et d'autre part, je vous rappelle la performance de nos aviateurs, de nos pilotes israéliens. Et d'ici là, Israël a déjà négocié pour avoir une technologie de pointe plus importante et la maîtrise du ciel. Parce que le combat aérien est important quand on a la maîtrise du ciel. Aujourd'hui, Israël a la maîtrise du ciel dans tout le Moyen-Orient. Et donc, dans ce contexte, je rappelle qu'il est important d'être avec Trump et ne pas saboter donc Trump. Et aussi essayer de dire aux Américains, écoutez, Ben Salman, comme on dit, MBS demande, exige préalablement donc ce qu'on appelle, selon la résolution qui a été adoptée et qui d'ailleurs a été adoptée et non pas, il n'y a pas eu de veto ni russe ni chinois. Ils se sont abstenus. Donc il y a une maîtrise de la diplomatie par Donald Trump dans le monde entier. Au moment où je vous parle, il y a une rencontre à Genève pour l'Ukraine. Donc il y a un va-et-vient, il y a un balai diplomatique partout que Trump veut. Le but est d'essayer par le biais économique d'arriver à ses fins. Et je crois que dans ce contexte, il y a une opportunité historique que nous devons saisir. Et il faut dire aussi que sur le plan intérieur, Netanyahou, dans cette balance-là, doit choisir Donald Trump et non pas Ben Gvir ou Smotrich. Alors, justement, il y a cette notion de l'arrivée
de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham et cette relation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une réactivation de l'axe Hamas-Hezbollah-Iran, puisqu'on sait que le Hamas est en train de gagner du temps. On voit bien que la première phase n'est pas terminée, et alors qu'elle aurait dû être terminée en très peu de temps, qu'il y a encore 3 otages, plus d'otages à Gaza, que la démilitarisation n'est pas pour demain, que la force internationale n'est pas là, n'est pas prête encore à s'installer à Gaza, et que déjà Trump commence déjà à poser des jalons en disant, vous parlez d'économie, en disant dans la zone gérée par Israël, à ce moment-là, on va commencer à construire des maisons pour notamment de côté de Rafah. Mais tout ça sous l'œil bienveillant du Qatar et de la Turquie, qui lui ne veut pas, certainement pas, de voir une Arabie Saoudite se rapprocher d'Israël et de dominer le monde musulman, et notamment avec le Qatar et surtout avec le Turc d'Erdogan. Quelle est votre analyse sur cette géopolitique? Vous savez, nous sommes inquiets évidemment de la position, surtout d'Erdogan. Nous connaissons ses positions et je vous rappelle qu'à Istanbul, le Hamas avait pignon sur rue, jusqu'à présent d'ailleurs. Il faut rappeler que le Hamas, c'est les frères musulmans. Et Erdogan représente un parti islamiste qui, depuis 21 ans, dirige un bras de fer, la Turquie. Mais la Turquie est aussi membre de l'OTAN. Donc, c'est là le problème. Et c'est l'allié des Américains, contrairement à l'Iran, qui est notre ennemi. Et l'Amérique, pour les Iraniens, c'est le grand Satan. Donc, il y a un choix à faire. Deuxièmement, évidemment, le Qatar aussi. Le Qatar, c'est Al Jazeera, c'est la télévision internationale financée par les frères musulmans. Mais c'est aussi un allié ou un favori de Donald Trump. Et c'est pour ça que nous sommes prudents dans ce sens où les affaires économiques prévalent aujourd'hui sur les intérêts à la fois diplomatiques, stratégiques et militaires. Maintenant, comment faire? Comme vous le savez, selon le plan Trump de 20 points, et les Américains se trouvent, il y a un quartier général en Israël, à Kiryat Gat, à une vingtaine de kilomètres de Gaza, que d'ailleurs, il y a plus ou moins une vingtaine de pays aussi. La France est représentée par 3 militaires. Mais la différence avec la politique française que Macron a essayé d'imposer à New York et de reconnaître un État palestinien, c'est que Donald Trump refuse la création d'un État palestinien pour l'heure, et qu'il y a un consensus en Israël, à droite et à gauche, contre la création d'un État palestinien depuis, évidemment, le terrible massacre du 7 octobre 2023. Donc, il y a évidemment des avantages, il y a des problématiques, évidemment, avec d'autres, mais nous vivons pas dans un cercle assez fermé ou dans des pays européens, on ne sont pas au Luxembourg, et donc il y a là un environnement jusqu'à présent hostile, mais jusqu'à quand? Et donc il faut mettre un terme, il faut tourner la page. Et je crois que Israël a besoin aujourd'hui d'un répit, de trouver une solution pacifique. Et là, il faut saisir cette opportunité. Elle n'est pas parfaite, mais il faut commencer à négocier. Et je regrette qu'il n'y a pas assez de diplomates capables aujourd'hui, avec les Américains, de rédiger donc un mémorandum qui nous donnera, comme on a fait en 1975, c'est-à-dire un accord stratégique après la guerre de Kippour avec les Américains, où cela nous donne un gage pour continuer donc la deuxième et la troisième phase concernant Gaza. Mais Gaza, c'est un territoire maudit.
on ne va pas retourner à Gaza. On y était déjà 29 ans. On a quitté Gaza donc, après, en 2006. Donc, tout cela nous donne l'impression qu'il y a ici et là, ça bouge. Mais la diplomatie doit être là, présente. Malheureusement, je dis bien, et j'ai participé à des négociations à l'époque, il n'y a pas cette volonté diplomatique, il y a plutôt ce que disait Kissinger: Israël n'a pas de politique étrangère. Elle a une politique, il disait en anglais, de domestic policy, c'est-à-dire une politique intérieure. Et c'est là la gravité. Et Netanyahu doit effectivement, et il connaît parfaitement, il était ambassadeur à l'ONU, il connaît parfaitement la diplomatie, il connaît parfaitement les Américains, je crois que si Netanyahu veut, je dirais, entrer dans les pages glorieuses de l'histoire d'Israël, il doit saisir cette opportunité et avancer donc vers cette solution. Alors, Freddy, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des discussions entre Américains et Ukrainiens à Genève. Il y a ce qui a été perçu comme une espèce d'ultimatum qui a été lancé à Zelensky en disant vous devez accepter que certains territoires passent dans les mains des Russes, vous devez être démilitarisé, etc., etc. Alors, je ne vous pose pas la question, Freddy, de savoir si effectivement Netanyahou n'avançait pas dans le domaine de la diplomatie, si Trump n'imposerait pas également un certain nombre de choses à Israël. Mais je voulais vous demander, il y a eu, il y a quelques jours, un entretien téléphonique entre le Premier ministre israélien et Vladimir Poutine. Et c'est quand même important. Ils se sont parlé. Est-ce que l'on sait ce qu'ils se sont dit? Écoutez, il y a des contacts permanents. Nous avons une ambassade à Moscou, évidemment. Cela n'est plus ce qu'était l'Union soviétique depuis 90. Donc, nous sommes là dans une situation tout à fait normale. Nous avons eu un mécanisme, puisque je vous rappelle que la Russie était présente en Syrie. Elle est jusqu'à présent. Mais la guerre en Ukraine a réduit les forces présentes donc en Syrie. Et donc, pour Israël, il est important que la Russie ne revienne pas en Syrie. Et c'est là l'importance. Parce que si la Russie revienne, on aura un problème aussi avec les Américains. Et on ne veut pas internationaliser donc, le conflit une nouvelle fois en Syrie. Et donc, nous avons intérêt aussi, on a parlé de l'Arabie saoudite, mais on va avoir aussi, on va signer probablement avant Noël un accord sécuritaire avec la Syrie. Ce sera un premier accord depuis les accords de désengagement en 1974 après la guerre de Kippour. Donc ce désengagement sécuritaire, cet accord sécuritaire est important. Et on a fait part aux Russes de ne pas saboter donc cet accord sécuritaire avec la Syrie. Et c'est très important d'avoir à la fois des contacts permanents, évidemment avec les Américains, c'est notre allié, le principal allié, mais aussi avec les Russes et aussi avec la Chine. Il vaut mieux avoir des contacts qu'avoir des problèmes quotidiens avec chaque État. Alors c'est dans cet esprit que Donald Trump aurait accueilli El-Shahar, le nouveau patron de la Syrie, justement pour d'abord imposer sa vision, préparer des accords avec Israël, de nos accords sécuritaires en tout cas, c'est juste un début, il ne faut pas penser qu'il y a des accords de reconnaissance, etc. Mais il y a aussi surtout cette base américaine aux portes de Damas qui serait là pour justement gérer cet événement. Et est-ce que cette gestion va permettre véritablement à éviter le réarmement aussi du Hezbollah au Liban, et peut-être que le Liban va pouvoir s'en sortir? Écoutez, tout d'abord, El-Shara, il faut rappeler, c'est un ancien terroriste. Hein. Ben oui. Et il a été reçu, le premier qui a reçu El-Shara, c'était Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais il faut dire aussi que
la Syrie d'aujourd'hui ne veut pas intervenir au Liban. C'est important, je vous rappelle que la Syrie a occupé le Liban pendant plusieurs années. Il ne veut pas donc retourner au Liban. Il préfère reconstruire donc son pays. Il a besoin de fonds. Et c'est l'Arabie saoudite qui va fournir. C'est les Américains qui vont superviser sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique, puisque l'Arabie saoudite, comme vous le savez, la famille Trump et la famille Witkoff a des affaires aussi avec l'Arabie saoudite. Donc tout se mélange. Et là, on essaye de trouver une solution. Mais il est important, je crois, de maintenir le pouvoir d'El-Shara, parce qu'il est aujourd'hui entre deux feux, c'est-à-dire il est à la fois contre la reprise, parce qu'il y a eu 3 à 4 fois même des tentatives d'assassinat, d'attentats contre lui. Il a besoin d'Israël, mais aussi il veut se maintenir contre Al-Qaïda et contre les nouveaux donc terroristes islamistes. Et c'est dans l'intérêt d'Israël d'y être. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il faut dire que nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle le mont Hermon syrien. Vous savez, le mont Hermon, c'est les yeux et les oreilles d'Israël. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un point stratégique qui a été conquis depuis la guerre des 6 jours. Donc, sur le plan du renseignement en général, sur le plan de la technologie et tout cela, nous souhaitons continuer à préserver donc le mont du Hermon syrien. Les Américains nous demandent de se retirer. Il y a des négociations. Et c'est là le point d'achoppement, si vous voulez, entre nous et les Syriens, qu'on n'a pas jusqu'à présent signé donc cet accord sécuritaire. Je l'espère et je suis convaincu que les pressions américaines vont jouer ici un rôle important. Alors Freddy, une dernière question. Vous êtes un expert des relations entre la France et Israël. Vous avez servi à l'ambassade d'Israël à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment, je voudrais rappeler Marianne et David. Vous avez également écrit un livre qui était consacré à Nicolas Sarkozy. Et il y a un livre que vous aviez écrit il y a quelques années qui s'appelait La France, Israël et les Arabes, le double jeu, point d'interrogation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à quoi joue Emmanuel Macron? Il joue un double jeu. Je crois que Emmanuel Macron a de mauvais conseillers. Et je fais allusion à un conseiller que tout le monde connaît. Qui est d'origine tunisienne? Et qui Entre se autres. promène en jogging. Bon, on sait de qui on parle. Et ce conseiller vraiment joue un rôle, je dirais, néfaste, qui ses conseils de reconnaître du jour au lendemain un état virtuel qu'on n'a même pas négocié, qu'on ne sait pas exactement où sont ses frontières. Et voilà que Emmanuel Macron réunit tout le monde et il accorde tout cela. Donc, je crois qu'Emmanuel Macron, il faut dire en général, est sincère pour son amitié vers Israël. Mais il y a à la fois cette naïveté d'une part, il y a évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails sur le plan de la politique intérieure française, mais il y a un électorat important aussi. C'est son dernier mandat. En 2027, il ne sera plus président. Et il veut entrer dans l'histoire aussi avec des actions, des activités qui pourront dire aujourd'hui qu'il marque l'événement. Mais Emmanuel Macron aussi joue et a essayé de saboter l'initiative américaine des 20 points. Et Donald Trump est un ami aussi d'Emmanuel Macron. Mais dans ce contexte, je crois que tous les présidents français, depuis Giscard d'Estaing jusqu'à ce jour,
ont essayé de faire cavalier seul, toujours. Je rappelle l'ouverture donc d'un bureau de l'OLP à Paris depuis 1975, depuis la rencontre avec Arafat, Sauvagnard-Arafat, et après que Chirac accueille Arafat, et il meurt aussi, Arafat à Paris. Donc il y a là une situation, une obsession vis-à-vis des Palestiniens. Mais aujourd'hui, après le 7 octobre, comment peut-on penser, imaginer un État qui sera peut-être demain un État dirigé par le Hamas ou par l'Iran? Donc il est évidemment clair, et les Américains comprennent parfaitement, malheureusement, Macron et d'autres personnes en France, comme Mélenchon et d'autres, pensent autrement et pensent que l'État palestinien est une nécessité. Mais je crois qu'on doit inverser la vapeur, c'est-à-dire dans ce sens-là, que d'abord, nous devons régler les problèmes régionaux. Parce que si demain il y a un État palestinien, on n'a pas réglé les problèmes avec la Syrie, avec le Liban et les autres, et avec l'Iran, on ne pourra pas avoir un État viable pour les Palestiniens même. Et donc, il est très important d'avoir dans la diplomatie surtout, il n'y a pas des raccourcis dans la diplomatie, c'est par étapes. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une conférence internationale à Madrid, juste après la première guerre du Golfe. C'était là qu'on a réuni tous les pays arabes ensemble, il y avait même la Syrie, il y avait tout cela. Nous refaisons évidemment une conférence internationale pour régler tout. Mais si chaque partie joue un rôle et commence à négocier sur les problèmes qui nous concernent, sur le plan bilatéral, nous pouvons achever, donc arriver à une solution. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça ne marche pas. Et Macron s'est trompé sur toute la ligne et on le regrette vivement. Ah, mais Macron est impressionné par la technologie israélienne et par cette capacité d'Israël à mener des combats sur sept fronts. Et c'est ça qui doit le déranger. Merci Freddy Ethan, merci de votre analyse, une parfaite analyse d'ailleurs. Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont bien compris le message passé. Merci à vous. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv et nous allons dans quelques instants recevoir notre troisième invité, Igal Palmor. Merci Ethan. Voilà, nous revenons au plateau pour accueillir notre prochain invité, Igal Palmor, directeur des relations internationales de l'Agence juive, avec lequel nous allons parler de l'ALIA en général, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Bonjour, Igal Palmor. Bonjour, Radio Kol Aviv. Bonjour Toulouse. Voilà, avec vous, je voulais avoir votre sentiment sur l'ALIA française dans un contexte explosif en France avec cette vague d'antisémitisme. Est-ce que les Français sont en train les Juifs en tout cas, de ce pays sont en train de penser à partir et à gérer leur ALIA ou bien est-ce qu'ils sont en attente des différentes séquences politiques, notamment les élections municipales d'une part l'année prochaine et les élections présidentielles après? Alors, les Juifs de France pensent peut-être à partir, mais pas tous vers Israël. Vous savez, il y a 2 ans, l'ALIA française a touché un fonds, ou le fonds, je n'ai pas vérifié sur quelques 40 ou 50 ou 60 ans, mais on est arrivé à 1000 et quelques, 1100 olim par an, il y a 2 ans. C'était vraiment le fond. Après, l'année dernière, ça a doublé. On est arrivé à 2500 environ. Et cette année, on pense arriver à presque 3000, peut-être 3000. Donc, ça continue à monter.
Maintenant, ce sont des chiffres qui sont à la hausse, mais on est très loin des records auxquels on est parvenu dans la décennie précédente, autour de 2014, 2015, 2016. On est arrivé à 7500, 7800, et puis on est descendu à 5500. Vous voyez ce qui s'est passé en France, n'est-ce pas, autour de 2014, 2015, 2016, je ne dois pas vous le dire. Mais après, l'engouement est passé. Donc là, je peux dire on voit une tendance nette à la hausse, mais en chiffres absolus, on est encore très loin des records qu'on avait connus il y a à peine 10 ans. Alors, on peut faire la part des choses. Il y a peut-être beaucoup de juifs français qui partent vers les États-Unis. C'est ce que j'entends dire, mais je n'ai pas des chiffres parce que ces départs ne sont pas enregistrés à l'agence juive, bien sûr. Et donc, voilà ce que je peux affirmer. Ce sont les chiffres dont nous disposons et espérons que ça continuera à monter. Alors, Igal, vous avez parlé des États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pour beaucoup de Juifs qui fuyaient l'antisémitisme en Europe centrale et en Europe de l'Est. Au fond, la terre promise, c'était les États-Unis. Et là, depuis le 7 octobre, vague d'antisémitisme. Et puis, il y a eu cette élection à New York de Zoran Mandani, qui a affirmé donc ses positions anti-israéliennes, je dirais même antisémites. Et il y a quelques jours, il y a eu un incident très grave, puisque il y a eu, à la suite d'une activité qui était liée à une promotion de l'Aliyah à New York, une manifestation, et puis le maire de New York a justifié tout ça. Alors, question, est-ce que les Juifs ou des Juifs américains se posent la question de savoir s'ils vont quitter les États-Unis? Est-ce que l'on observe, je dirais, un mouvement d'Aliyah de Juifs américains vers Israël? Alors, ce qui est très intéressant concernant l'Aliyah américaine en Israël, c'est qu'il faut écarter tous les slogans et toute la publicité que peuvent se faire certaines organisations et regarder les chiffres et rien que les chiffres. Sur environ 20 ans, chaque année, il y a environ 3000 juifs américains qui font leur aliyah. Alors, c'est parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais la moyenne de 3000 environ est maintenue à la longue. Je ne sais pas comment ils ont réussi l'exploit d'être aussi conséquent, hein, 3000 année après année. Je peux vous dire que quand ça monte un peu au-dessus de la barre, il y a des organisations qui font la fête et qui disent voilà, la LIA américaine est en train d'augmenter. L'année prochaine, ça sera encore plus, mais ce n'est jamais comme ça. La vérité, c'est que c'est 3000 en moyenne sur au moins 20 ans. Euh, je répète, je ne peux pas expliquer cette constance, mais les chiffres sont là. Un peu plus, un peu moins, c'est toujours comme ça. Alors que dans d'autres pays, notamment la France, il y a des hauts et des bas, il y a des écarts très impressionnants. Entre le haut et le bas, il y a des événements parfois qui peuvent justifier ces mouvements. Mais aux États-Unis, quoi qu'il arrive, quel que soit le président, quel que soit le maire de New York, quel que soit le climat, c'est toujours autour de 3000. C'est très stable. Alors, imaginons que l'ALIA dans le monde explose parce que le climat devient insupportable pour les Juifs, en Europe notamment, par exemple. On sait très bien que ça va se passer différemment dans quelques années. Est-ce qu'Israël est capable, est préparé justement à recevoir un nombre un peu plus important que cette stabilité plus ou moins connue de la part de l'agent juive? Est-ce que l'État d'Israël est capable de recevoir tous ces juifs du monde entier s'il se passait quelque chose de grave? De plus grave en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, oui, écoutez, la capacité d'intégration d'Israël est loin d'être dépassée par les chiffres de l'Aliyah. On est très loin d'un débordement. On est tout à fait capable d'accueillir et d'intégrer des chiffres très importants de Olim. On l'a vu quand la guerre en Ukraine a commencé et qu'on a connu une vague tout à fait inattendue de dizaines de milliers de Olim. D'ailleurs, ils ne sont pas venus de là où on les attendait. On les attendait venant d'Ukraine, ils sont venus de Russie. Il y a certes eu 15 000 Olim d'Ukraine, mais environ 40 000 la même année de Russie. Et ceux-là, on ne les attendait pas du tout. Et ils ont tous été intégrés sans le moindre problème en Israël, côté logement, travail, éducation, scolarité, tout à fait intégrés sans le moindre problème. Donc, même si les chiffres de l'ALIA montent davantage à cause de tous les éléments que vous avez mentionnés, il n'y a aucun problème pour qu'Israël soit débordé. Il faut vraiment atteindre des chiffres imaginaires. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et je voudrais indiquer un fait assez je dirais amusant, si vous me permettez le mot, en ce qui concerne les craintes des Juifs par rapport au climat sociopolitique dans leur pays et leur volonté de s'expatrier. J'étais ce matin en train de parler à un ami américain, juif américain, et j'ai vu que cette conversation m'avait vraiment conforté dans mon analyse. Il y a beaucoup de juifs européens, notamment en France et en Grande-Bretagne, qui voient le climat devenant ce qu'il est, je ne dois pas vous le décrire, vous le connaissez mieux que moi, et qui se disent on aura un avenir meilleur aux États-Unis ou au Canada. Et en même temps, il y a des juifs américains et canadiens qui se disent mais ça se détériore terriblement chez nous pour les juifs. On cherche un avenir meilleur, on va s'expatrier en Europe. Peut-être que ça sera mieux en France ou en Grande-Bretagne. Et oui, c'est un peu triste, mais c'est aussi amusant comment, dans les conditions actuelles, dans le climat actuel, le gazon est plus vert chez les autres. Le climat se détériore en France, on veut aller aux États-Unis. Le climat se détériore aux États-Unis, on veut partir en France. Et finalement, euh, il y a trop peu de juifs qui se disent, avec tout ça, et même en temps de guerre en Israël, il vaut mieux quand même préparer notre avenir en Israël. Mais c'est vrai qu'avec la guerre et les informations qui sortent d'ici, c'est un peu difficile d'attirer des Olim. Et cependant, des dizaines de milliers de Juifs font quand même leur alia ici, même en temps de guerre. Donc, je crois que pour analyser tout ça, il faut non seulement des analyses sociopolitiques, mais aussi des psychologues. Oui, en tout cas, on va essayer, on essaye d'exprimer la réalité d'Israël aujourd'hui et ne pas tomber dans le, les problématiques des médias en Europe et aux États-Unis même d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. La problématique des médias, on va pas aborder ce sujet Non. maintenant, mais c'est tout à fait semblable en Europe comme aux États-Unis. Alors, Igal, vous avez expliqué que les Juifs sont toujours à la recherche d'un gazon qui serait plus vert ailleurs, mais tout ce qui se passe depuis le 7 octobre avec cet antisémitisme qui était sous le tapis et qui est mondial, hein, eh bien, ça prouve qu'au fond, un jeune journaliste qui s'appelait Théodore Herzl et qui avait suivi le procès du capitaine Dreyfus à Paris, justement, eh bien, il avait raison, il a été un prophète. Alors aujourd'hui, Igal, euh, quelle est au fond l'image de l'Alia à travers le monde? On a parlé de la France, on a parlé des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres pays, comme justement vous avez mentionné la Russie, l'Ukraine,
où il y a des Olim, est-ce que la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc., est-ce que vous pouvez nous donner au fond une image complète de qui vient en Israël et est-ce qu'il y a un profil, disons, de l'Olé? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, plutôt des retraités, des gens qui ont des moyens financiers? Enfin, s'il fallait des religieux, des non-religieux. euh, D'accord. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais ces dernières années, euh, environ 60% des Olim nous viennent de Russie. C'est parfois un peu plus, parfois 65, 70%, parfois c'est 60, mais la très grande majorité des Olim durant ces dernières années nous vient de Russie. Si on y ajoute les russophones qui viennent d'Ukraine, de l'Asie centrale, du Caucase, on voit que la plus grande partie, et de loin, des Olim nous viennent des pays de l'ancienne Union soviétique. On n'en parle pas du tout dans la presse israélienne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On préfère parler de l'alia française, on préfère parler de l'alia américaine, de temps en temps de nos co-religionnaires argentins, mais on ne parle pas du tout de l'alia russophone qui constitue quand même la plus grande partie, la part du lion de la alia. Alors cette alia, elle ressemble à quoi? Je peux vous dire que, une fois de plus, depuis la guerre en Ukraine, les Olim qui viennent de Russie, très concrètement, sont la crème de la vie intellectuelle de Russie, de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est des intellectuels, des artistes, des hommes et des femmes de littérature, de théâtre. On a remarqué à Tel Aviv des cafés et des centres culturels qui sont pratiquement transposés de Russie, donc de Moscou, Saint-Pétersbourg, en Israël. Après, pour les autres pays, je dirais que la majorité, c'est des familles. Donc, l'âge moyen des familles, 1, 2, 3, 4 enfants, de classe moyenne. Euh, donc, c'est peut-être décevant pour les gros titres, hein, mais la moyenne, c'est la classe moyenne des familles, des enfants, des, disons, des Olim de troisième âge, oui, mais un peu moins, et aussi des jeunes donc, qui ont terminé leurs études, leur lycée, et qui viennent ici, sachant très bien qu'ils vont faire leur service militaire, mais ça ne leur pose pas de problème, qui veulent continuer leur scolarité universitaire en Israël et continuer en Israël, bâtir leur avenir en Israël. Donc c'est un peu ça le profil du Olé moyen. Aujourd'hui, il y a un programme, je ne sais pas s'il réussit, un programme qui tente d'offrir un ulpan d'hébreu aux futurs Olim déjà dans le pays d'origine pour qu'ils arrivent avec quand même un hébreu de base, parce que la clé de l'intégration, c'est quand même la maîtrise de la langue. Et je crois que ça marche. Dans certains pays, ça marche même très bien. Après, je dirais que il faut quand même regarder bien en face les Olim et dire que ce ne sont pas des réfugiés, entre guillemets. Quand on leur demande pourquoi ils viennent, ils ne vont pas dire on a fui l'antisémitisme et les menaces dans notre pays d'origine, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Ce n'est pas du tout le discours. Le discours, c'est on revient aux racines, on a de la famille ici, c'est quand même le pays de nos ancêtres, ou alors on veut un avenir professionnel meilleur. Pour nous, c'est le discours des jeunes surtout, un avenir professionnel. C'est aussi ce qui est attrayant en Israël, une possibilité de s'épanouir professionnellement. Et c'est surtout ça ce qu'on entend. Et je dois dire qu'en parlant de gazon plus vert, le gazon n'est peut-être pas plus vert en Israël, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est notre gazon. C'est le gazon
qui est le nôtre, à nous, le peuple juif. Et je crois que c'est l'élément le plus attrayant pour la plupart des Olénous. Alors, je retiendrai cette phrase, hein. C'est magnifique ce que vous venez de dire, hein. Le gazon peut être vert ou moins vert, mais enfin, c'est le gazon d'Israël. Merci à vous, Yigal Palmor, merci de nous avoir parlé de cet alia. Et je pense que ça va apporter quelques solutions à nos auditrices et auditeurs. Merci à vous, Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Voilà, Chaim, l'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus rapidement? Une minute? Alors écoutez, on va terminer par un petit clin d'œil. Ceux de nos amis qui nous suivent sur YouTube ont vu que Yigal Palmor était en t-shirt. Vous savez qu'il y a actuellement une vague de chaleur en Israël, que ce matin encore on peut se baigner. Alors finalement, peut-être un autre argument pour faire son alia, c'est de savoir qu'en Israël, 9 mois sur 12, c'est l'été. Voilà, en tout cas, nous, faudra pas oublier de leur dire que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. À ciao, à dans 15 jours. Merci à Ruben pour la technique. Bye bye.